Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la guerre en Ukraine, une analyse sur le premier trimestre 2024, une période qui a été marquée par la reprise des offensives russes sur la quasi-totalité du front, avec des offensives de grande ampleur notamment autour de Donetsk, aboutissant à la prise de la ville d'Avdiivka. On a vu aussi la multiplication des frappes dans la profondeur pour les deux camps, les succès ukrainiens en mer Noire, la réussite de plusieurs embuscades aériennes contre l'aviation russe, mais aussi l'apparition de nouvelles armes comme les A2SM françaises. Avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que la totalité des fonds est reversée à des œuvres caritatives en Ukraine. Avant de continuer, je vous informe que je vais voler sur Boeing 737 MAX, mais je vous dis aussi que notre partenaire aujourd'hui c'est Inconi. Parce qu'il faut bien avoir conscience de ce que ça représente d'avoir une intimité sur Internet. Imaginez par exemple que votre banque fournisse toutes les informations sur vos habitudes d'achat à tous les magasins que vous allez aller pour qu'ils puissent faire augmenter vos tarifs, ou alors qu'ils fournissent des informations personnelles sur vous pour que des colporteurs puissent venir frapper à votre porte pour essayer de vous vendre des services dont vous n'avez pas forcément besoin. Ça, c'est pas un monde que vous souhaitez, et pourtant, c'est ce qu'on accepte tout le temps sur Internet. Il existe ce qu'on appelle des data brokers, qui sont des sociétés qui ont des serveurs absolument gigantesques, qui savent tout sur vous. Ils sont des milliers et ils vont récolter ces informations de manière légale, voire également suite à des fuites qui ont pu avoir lieu sur Internet, et ils vont conserver ces informations, et c'est là qu'Inconi intervient. Ils vont contacter toutes ces bases de données une par une à votre place, ils vont détecter dans lesquelles vous vous trouvez. Moi, j'étais dans plus de 80 bases de données depuis que je me suis inscrit, et ils vont exiger qu'ils suppriment toutes les informations qu'ils ont sur vous. Et vous voyez ici toutes les informations qu'ils avaient enregistrées sur moi. Donc, cliquez vite sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo, inconi.com/Titelman, comme ça vous bénéficierez d'une réduction de 60% sur l'abonnement, et vous aussi vous pourrez retrouver votre intimité sur Internet. Je vous informe que j'ai survécu à ce vol. Allez, on retourne à notre vidéo. On revient donc à notre vidéo avec les statistiques et un constat, c'est que globalement la période est marquée par une forte reprise des offensives russes sur quasiment tout le front. Et vous voyez sur cette courbe qui comptabilise les assauts documentés que l'on revient en ce moment au-dessus du niveau que l'on avait au moment de la bataille de Bakhmout. Les Russes bénéficient de trois avantages. D'abord, la masse humaine qui est très importante, qui vient de la mobilisation, puisqu'ils mobilisent pas moins de 1000 personnes par jour. Puis ensuite, ils ont deux gros avantages matériels, à la fois dans le domaine de l'artillerie, et vous voyez ici l'évolution du nombre de tirs dans les deux camps. Je vous rappelle que l'Ukraine a besoin de tirer 3 à 4 fois moins que les Russes pour être à égalité. Donc, par exemple, quand l'Ukraine tirait 7000 coups par jour pendant la contre-offensive en été et en automne dernier, elle dominait la Russie dans le domaine. Mais avec la fin du soutien américain, les Ukrainiens sont descendus en dessous de 3000 coups par jour, tandis que les Russes, de leur côté, ils remontaient à plus de 20 000 coups quotidiens, avec l'arrivée des obus qui leur venaient de Corée du Nord, ce qui entraîne une vraie domination en ce moment de la part de la Russie dans le domaine de l'artillerie. Heureusement, les Ukrainiens continuent à avoir l'avantage dans le domaine des drones kamikazes FPV, d'après les utilisations prouvées, même si les Russes, jusqu'à présent, ils étaient plutôt en rattrapage, sauf que depuis le mois de janvier, on voit plutôt que les Russes diminuent en nombre d'usages qui sont prouvés, alors que les Ukrainiens continuent à augmenter, à la fois contre l'infanterie, contre les blindés et également contre les positions. Dans tous les cas, cette difficulté que les Ukrainiens subissent depuis le début de l'année, elle devrait quand même prendre fin dans les prochaines semaines, avec notamment l'arrivée des 800 000 obus qui ont été sourcés par la République tchèque et qui doivent arriver à partir de la fin du mois de mai, et puis également le retour de l'aide américaine. Donc il y a un dernier domaine dans lequel la Russie a beaucoup progressé, c'est dans le domaine des bombardements aériens, notamment grâce à la multiplication des bombes planantes. Et vous voyez ici l'évolution des volumes. Donc les Russes sont passés de 40 bombardements aériens par jour fin 2023 à 80 en ce moment, avec en plus une efficacité et une précision qui s'est largement améliorée. De leur côté, les Ukrainiens progressent également un petit peu, notamment grâce à la France, qui fournit 50 bombes planantes A2SM Hammer chaque mois. Et maintenant, les Ukrainiens peuvent simplement espérer que l'arrivée des F-16 puisse réduire le volume de tirs réalisés par les Russes à partir de cet été. Donc les Russes ont tenté de profiter de ces trois atouts pour relancer leurs offensives, mais ils se sont trouvés face à une très forte défense ukrainienne, c'est-à-dire qu'ils progressent encore moins vite que dans la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, que l'on considère évidemment comme un échec. Donc vous voyez ici les progressions mois par mois depuis les contre-offensives réussies de l'Ukraine à la fin de l'année 2022,
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça stagne. Donc, soyons clairs, les Russes avancent, mais on est vraiment très loin des réussites fulgurantes qu'ils prétendent obtenir. Et le pire, c'est quand on regarde le coût absolument gigantesque, humain et matériel, qui a été nécessaire pour obtenir ces petites avancées. Parce qu'au niveau des pertes, on est tout simplement sur des records prouvés. D'abord, on a eu de nouvelles informations sur le bilan de l'année 2023 pour les Russes, avec par exemple le suivi des demandes d'héritage en Russie, qui permet de prouver une surmortalité d'au moins 80 000 personnes en 2023, à quoi encore une fois il faut ajouter les morts dans la région de la DNR et donc l'ancien Ukraine occupée. En plus, il faut ajouter 355 000 nouvelles demandes de pensions d'invalidité qui sont liées à la guerre. Donc on a déjà un minimum de 435 000 pertes prouvées d'après les chiffres russes qu'on arrive à obtenir, sachant qu'on est sur des données qui sont partielles et qui n'arrivent en plus qu'avec beaucoup de retard, le temps de constituer les dossiers, et sachant que la totalité des familles des morts n'engage pas forcément de procédure d'héritage, voire même ils n'ont pas de famille, comme c'est le cas pour beaucoup de prisonniers. Ces données, elles sont d'ailleurs corroborées par les données OSINT qui permettent d'arriver à plus de 140 000 morts dans le camp russe. Côté ukrainien, on est très certainement dépassé les 80 000 morts et les 150 000 blessés, dont 50 000 soldats décédés et identifiés nominativement. Là, vous avez beaucoup de statistiques également. Ça nous fait donc un total de 230 000 pertes ukrainiennes militaires, soit exactement 2 fois plus de pertes du côté russe, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où c'est eux qui sont à l'offensive et c'est eux qui ratent évidemment le plus d'offensives. Pour l'Ukraine, il faut aussi penser également à ajouter au moins 100 000 morts civiles. Encore une fois, allez voir toutes les sources en commentaire de cette vidéo. Mais tous ces chiffres que je viens de vous donner pour la Russie, c'est bien le bilan pour l'année 2023, et la situation, elle s'est dramatiquement détériorée pour eux depuis 2024, et d'après les services britanniques, ainsi que tous les éléments dont on dispose en OSINT, les pertes russes ont augmenté de 50% depuis le début de l'année, notamment en raison du retour des assauts façon chair à canon, et on serait désormais à plus de 900 pertes par jour en moyenne depuis le début de l'année, contre moins de 700 sur l'année 2023, ce qui était déjà pas mal, et on détaillera cette situation front par front avec les éléments techniques un petit peu plus tard dans la vidéo. Côté matériel, la Russie, elle frôle désormais les 15 500 matériels lourds perdus, dont 4 200 chars et véhicules de combat mécanisés, ainsi que 4 500 véhicules de combat d'infanterie. Donc l'Ukraine, de son côté, elle continue à enregistrer environ 3 fois moins de pertes, ce qui est normal en situation défensive, avec un peu moins de 5 600 véhicules perdus, dont presque 1200 chars et véhicules de combat. Vous remarquez néanmoins que la Russie réduit quand même son rythme de pertes matérielles, alors qu'elle a augmenté son nombre de pertes humaines, ce qui est un signe de plus qu'ils sont prêts à envoyer des hommes se faire tuer, même s'ils n'ont plus le matériel lourd à leur fournir pour les accompagner. Et si on entre dans le détail, par exemple sur les chars, la Russie ne redresse pas vraiment la barre, puisque non seulement le volume stagne, voire est en baisse, mais en plus on est toujours à 52% de chars prouvés détruits depuis le début de la guerre, qui datent de l'époque soviétique, alors qu'on était plutôt avec des chars modernes russes au début de la guerre. Et vous voyez ici la répartition des chars perdus chaque mois depuis le début par type. Vous voyez que les chars 60 constituent désormais 10% des chars identifiés depuis maintenant plus d'un an, et on voit même des chars des années 40 et 50 arriver ici en bleu foncé, mais il faut bien se souvenir que les chars T-72, T-80 et T-90 qui apparaissent ici, qui représentent la majorité des pertes, existent à la fois en version soviétique ou alors en version russe modernisée. Donc on zoome sur l'évolution du parc de T-80 engagés et perdus, et vous voyez que la version ancienne qui apparaît ici en gris représente 80% des chars identifiés depuis presque 2 ans, tandis que les chars T-80 version U qui apparaissent en bleu ont été tous détruits, et que la version BVM en jaune puis en vert les a remplacés. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas de la Russie, le fait que ce soit une version moderne, par exemple au-delà de 2022, ne signifie pas que ce soit une montée en efficacité par rapport aux versions précédentes, qui comportaient des optiques occidentales, notamment françaises, alors que ce n'est pas le cas des versions ultérieures construites après 2014. On en vient maintenant autour du front en commençant par la région d'Odessa, c'est-à-dire une région dans laquelle il n'y a pas de front terrestre active, mais où l'on a très clairement pu mesurer l'évolution de l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne. En décembre, on avait des interceptions comme ici avec ce Shahid qui a été détruit par un missile anti-aérien, probablement tiré depuis un Avenger, et les Russes avaient même perdu un bombardier Sukhoi 24M qui s'était approché trop près de leur côte.
Puis à partir de janvier, on voit de plus en plus de cibles militaires, comme ces camions de transport de carburant qui sont touchés sur les arrières, même si l'immense majorité des destructions qui sont constatées dans la zone sont des civils, comme ces immeubles d'habitation. On a évidemment toujours des interceptions, encore aujourd'hui, suite aux tirs de missiles par la Russie, avec ces interceptions ici au mois de mars, où ce sont plutôt des canons de la DCA qui abattent les drones, comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais globalement, on voit quand même de moins en moins de missiles qui vont intercepter les vecteurs russes, qui passent donc de plus en plus la défense, d'où l'urgence de fournir des défenses aériennes à l'Ukraine. Quand on se déplace vers l'est et qu'on arrive autour du Dniepr, sous le front de Kherson, il y a vraiment un grand étonnement. Pour moi, c'est l'incapacité russe pendant des mois et des mois à résorber la présence ukrainienne sur la rive est du fleuve Dniepr, notamment autour de la ville de Krinky. Donc vous vous souvenez, il y a quelques mois, je donnais au mieux quelques semaines de capacité de résister à cette poche, mais on a continué à avoir des combats sur la rive maîtrisés normalement par les Russes jusqu'à la fin du mois de février. Ici, vous voyez justement des combats dans la ville de Krinky fin janvier, ce qui a provoqué des combats et des pertes d'équipement qui ne sont plus uniquement liés à des tirs à longue distance avec de l'artillerie ou avec des drones comme par le passé, mais aussi avec des engagements directs. Et donc le bilan matériel sur la région de Kherson est très favorable aux Ukrainiens, avec 55 pertes prouvées côté ukrainien contre 240 du côté russe quand on regarde les chiffres au début avril. Ce qui est notable également dans la zone, c'est l'apparente facilité des Ukrainiens à opérer leurs drones, ce qui permet de faire du renseignement en vue de frapper, d'utiliser les drones de bombardement ou de lancer des munitions kamikazes FPV, et cette situation est apparemment due à une absence totale de guerre électronique russe dans la région, comme le confirme d'ailleurs une analyse qui a pu arriver à la conclusion que la Russie avait perdu plus de 90 équipements uniquement par manque de guerre électronique. Et donc, cette absence de guerre électronique, elle se traduit par des drones qui vont plus loin, qui permettent de désigner des cibles à plus grande distance, d'où l'utilisation de missiles tirés par les HIMARS qui portent jusqu'à 80 km, et on peut particulièrement noter la destruction du nouveau radar de contre-batterie Yastreb AV, seulement quelques heures après que les Russes aient fièrement annoncé le déploiement de ce système. Il y a aussi plusieurs lance-roquettes multiples grades qui sont détruits, ou même ces camions de ravitaillement qui sont pourtant à des dizaines de kilomètres du front, et on voit même l'utilisation de ces missiles HIMARS contre des attroupements de soldats russes dans un centre d'entraînement, et tout ça avec des GMLRS qui sont donc les fameux missiles HIMARS, ce qui signifie qu'il ne semble plus y avoir la pénurie qu'on observait à la fin de l'année 2023. Les drones d'observation permettent aussi à l'artillerie ukrainienne de fonctionner depuis la rive droite du Dniepr sur la rive gauche où se trouvent également leurs hommes, donc y compris contre des assauts russes comme dans ce cas, et comme il y a aussi des combats rapprochés, on voit des blindés russes dont plusieurs chars T-90M qui sont détruits avec des munitions rôdeuses, ce qui signifie qu'ils sont évidemment à proximité puisque la limite est à peu près de 10 km de distance. On va aussi souligner ce qui, à ma connaissance, est une première, avec la destruction d'un drone à aile fixe par un FPV ukrainien au-dessus du Dniepr. Fin mars, on va aussi souligner l'arrivée des bombes planantes ukrainiennes A2SM ou JDAM au profit des Ukrainiens, avec la destruction de ce poste de commandement ou alors de ce bâtiment dans lequel des soldats russes étaient hébergés. Côté ukrainien du Dniepr, malheureusement, ce sont principalement les civils qui sont touchés tout le long du fleuve avec la destruction d'immeubles d'habitation. Et sur le plan militaire, ce sont surtout les drones kamikazes Lancet qui font effet, en touchant par exemple ce navire de grande taille alors qu'il était au port, ou alors cette pièce d'artillerie Susanna II fournie par la Slovaquie. Il y a aussi de plus petits drones qui touchent au but, notamment contre les Zodiacs qui sont utilisés par les Ukrainiens pour traverser le fleuve, ou alors contre ce radar ukrainien touché près de Novakharkovka, où on voit également un usage de drones kamikazes FPV avec infrarouge. Et on soulignera d'ailleurs que les FPV nocturnes sont le seul domaine dans lequel les Russes avaient l'avantage jusqu'à maintenant, mais comme dans les autres domaines du FPV, ils sont plutôt en baisse alors que les Ukrainiens les ont dépassés. Et on a également un autre exemple avec la destruction de ce radar Squire de Thales qui permet notamment de suivre les mouvements de véhicules au sol à longue distance. En tout cas, dans cette zone, les opérations continuent sur les îles qui sont au centre du Dniepr et les Russes ont été obligés de rapatrier beaucoup de forces dans la région, ce qui se fait évidemment au détriment des autres zones, ce qui était probablement l'effet stratégique recherché par les Ukrainiens. On fait un petit tour en mer Noire et en Crimée, qui sont devenus les terrains de jeu des Ukrainiens. Je vous renvoie vers la vidéo où j'avais expliqué début mars la stratégie aérienne de l'Ukraine et ses réussites dans la mer Noire et la Crimée, avec notamment la destruction progressive des systèmes de surveillance et de défense aériens russes qui étaient positionnés dans la zone, dont la perte de 2 avions radars A-50, de plusieurs radars et de 2 systèmes de défense aériens lourds S-400,
ce qui a permis à l'Ukraine de taper de plus en plus loin et de réaliser des bombardements quasiment toutes les semaines sur presque la totalité de la Crimée. Contre les navires, on a bien sûr les drones navals kamikazes, comme par exemple le début de cette attaque contre le patrouilleur Sergei Kotov dans le port de Féodossia, qui est filmé par les marins russes, puis ici la même scène qui est filmée par les drones. Et on a également vu les drones navals ukrainiens équipés de lance-roquettes bombarder un port avec des roquettes qui ressemblent à du 122 mm. Mais outre ces attaques navales, le plus stratégique évidemment c'est la multiplication des attaques aériennes contre la Crimée. Je ne vais pas en faire la liste parce qu'évidemment c'est trop long, mais début mars, les dépôts de carburant de Féodossia ont été touchés, c'est-à-dire à l'extrémité de la Crimée. Il y a encore eu des attaques sur les installations de Sébastopol avec des missiles Scalp, touchant des navires et des installations au sol comme ce bâtiment qui hébergeait les équipements de communication de la flotte de la mer Noire, comme on le voit sur ces images satellites. Le 23 mars, ce sont les dépôts pétroliers de Hvaldiske qui sont touchés. Le 20 avril, et il y a même un missile Neptune ukrainien modifié qui va encore endommager un navire russe dans le port de Sébastopol. Donc la flotte russe, elle est aujourd'hui tellement affaiblie que la Roumanie dispose désormais de la première marine de la mer Noire, et les Russes renoncent de plus en plus à retourner au port de Sébastopol, comme le prouvent ces images des bateaux russes qui se trouvent désormais à Novorossiysk, où l'on peut constater le déplacement des installations de maintenance de la mer Noire qui se trouvaient autrefois à Sébastopol. Tout ça, évidemment, ça met la défense aérienne russe sous pression, au point, encore une fois, de les voir abattre leurs propres avions, et ici, c'est un Sukhoi 27 russe qui a été détruit. Mais la plus grosse réussite sur la période, ça doit quand même rester ce qu'on a observé le 17 avril, et d'après la Russie, ce ne sont pas des missiles de croisière, mais au moins 6 missiles balistiques qui sont tombés sur la base de Dzhankoi, qui se trouve à plus de 160 km du front, avec des images satellites qui prouvent la destruction. Alors, il faut savoir que c'est la plus grosse base d'hélicoptères qui opérait vers le front autour de Kherson, et elle a été défendue par des S-400, et là donc on a la preuve une fois de plus par les images satellites, puis ensuite par des images au sol de la destruction d'au moins 3 lanceurs de S-400 et de son radar, et les Ukrainiens annoncent de leur côté 4 lanceurs détruits, 3 radars qui correspondent à la fois au S-400, mais également à S-300 qui était présent sur la zone, ainsi qu'une station de contrôle aérien et un poste de commandement fondamental qui permettait de coordonner les activités aériennes russes, ainsi qu'un nombre indéterminé d'hélicoptères, donc ça fait un bilan colossal pour une seule attaque. Mais outre ces résultats, ce qui est intéressant, c'est aussi le matériel qui a été utilisé, puisqu'on a à la fois ces images et supposés tirs de missiles balistiques par l'Ukraine, et la Russie qui a partagé des photos d'un booster de missiles Attack-MS, ce qui serait une excellente nouvelle, puisque les USA n'en avaient fourni qu'une poignée il y a plusieurs mois. Je vous rappelle que c'est ces missiles qui, théoriquement, peuvent aller jusqu'à 300 km de distance, et donc on a de nouveau des HIMARS et des Attack-MS qui reviennent sur le front, avec beaucoup plus d'intensité, sans qu'on sache vraiment d'où ils viennent, puisqu'encore une fois, l'aide américaine s'est arrêtée en octobre, et depuis le mois d'octobre, il n'y a plus rien qui est passé à la frontière de par les Américains. Néanmoins, ça doit recommencer, et donc ça va certainement accélérer également dans ce domaine stratégique des bombardements à longue distance. On arrive maintenant sur le front terrestre, et on a une situation qui est quasiment uniforme. Les Russes lancent énormément d'assauts avec de moins en moins de blindés pour les accompagner, tandis que les Ukrainiens se sont barricadés et tentent de causer le plus de pertes possible aux Russes. Dans la région de Zaporizhzhia, les Russes essayent d'effacer les avancées qui avaient été obtenues par les Ukrainiens dans leur contre-offensive à l'été 2023, mais ils n'ont progressé que de 14 km dans la zone en cumulant le début de l'année jusqu'au mois de mars. Et leur vrai avantage, c'est leur capacité à saturer le front avec leur artillerie, mais sans que celle-ci ne soit vraiment à l'origine des destructions que l'on peut constater du côté ukrainien, qui sont plutôt liées aux drones kamikazes Lancet et FPV, comme dans cette image où ils perdent un char, mais aussi avec des pertes plus rares, comme ce système de défense aérien NASAM, qui est fourni par les États-Unis, et qui est détruit par une roquette guidée russe Tornado S, alors qu'elle se trouvait à 50 km de ligne de front, sachant que le Tornado S peut tirer jusqu'à 120 km. Mais le plus gros coup de la part de la Russie a été la perte d'aéronefs, d'abord avec 3 hélicoptères ukrainiens comme ce Mi-8 que les Russes prétendent avoir abattu avec un missile anti-char, puis 2 hélicoptères qui ont été visés par un missile à fragmentation Tornado S alors qu'ils étaient au sol près de Novopavlivka, puis ensuite détruits par 2 missiles guidés, le tout étant filmé par un drone Supercam S350 d'après l'analyse de la qualité des images qu'on arrive à identifier. Donc tout ça, encore une fois, c'est lié à un manque de missiles de défense aérienne, tout comme la perte filmée de 2 MiG-29 sur l'aéroport de Dnipro. Par contre, au sol, on n'est absolument pas sur la même situation, et les Ukrainiens ont partagé de très nombreuses images de 2 à 3 assauts russes qui sont repoussés chaque semaine dans la région,
ce qui permet de réaliser des statistiques, et on voit que la majorité des assauts se font désormais à pied, comme ici où l'infanterie est attendue par des drones thermiques permettant de cibler avec l'artillerie, y compris la nuit, et ensuite de leur balancer des petites grenades. Et dans d'autres cas, ils sont simplement déposés par des véhicules de transport de troupes, comme ici dans Robotiné, où le véhicule va être détruit, et voire même dans plusieurs cas, les assauts sont directement conduits par de simples camions de transport Oural, mais sans aucun blindé, et là ce sont des images qui datent du 11 avril. Dans plusieurs cas, on voit qu'une fois que les assauts russes se sont mal passés, il y a les Ukrainiens qui engagent leurs blindés, qui viennent ensuite tuer les Russes qui auraient survécu aux frappes à distance, et ici on se trouve à bord d'un striker ukrainien. On peut aussi souligner une particularité dans les groupes d'assaut russes qui apparemment essayent d'être constitués de groupes ethniquement ou religieusement homogènes, comme par exemple cette équipe 100% musulmane qui intégrait des mercenaires iraniens avec des combattants tchétchènes, on peut les identifier avec leurs insignes et les drapeaux qu'on voit sur les morts. Et là, il s'agit de pertes suite à un assaut raté qui a eu lieu le 9 mars et dans lequel les hommes n'avaient qu'un BMP-2 et des buggy chinois pour attaquer. Donc au final, sur les 3 derniers mois, on ne voit que 3 vraies attaques massives impliquant des quantités significatives de blindés. Par exemple ici, fin février, les Russes ont perdu 18 véhicules dont 3 tanks, et on peut remarquer que les tanks sont des T-54 et des T-55, c'est-à-dire des chars dont la production remonte aux années 40 et 50. Et c'est la même chose dans cette attaque qui a lieu le 31 mars et qui se conclut par la perte de 11 véhicules par la Russie, la zone n'ayant apparemment pas été déminée avant l'assaut. Sur ce front, on va également souligner la grande liberté d'action des FPV pour les deux camps, même si les Ukrainiens semblent en utiliser au moins 3 fois plus, avec des coups d'éclat, y compris sur les arrières, comme par exemple dans ce hangar qui se trouve au sud de Staromayorsk, où pas moins de 5 drones Wild Hornet vont entrer un par un pour détruire 2 chars T-72, un BMP-3, un Brem, ainsi que des camions Oural, et tout cela prouve encore une fois que la guerre électronique russe n'est plus efficace, ou en tout cas qu'elle n'était pas déployée dans la zone, mais aussi que les Ukrainiens utilisent probablement des drones qui servent de relais de communication pour accroître la portée de le drone kamikaze. Quand on progresse vers l'est et qu'on arrive sur l'oblast de Donetsk, sur le front de Vuhledar, il y a quelques progressions russes, même si l'immense majorité des assauts sont en fait des reconnaissances offensives où les Russes testent le dispositif ukrainien pour y trouver une faille, en envoyant des tas de matériel et d'hommes à la mort absolument pour rien. Donc ces images, c'est par exemple au nord de Shevchenko, où toute la colonne est détruite et les survivants sont ensuite ciblés par le largage de grenades par les petits drones. La seule avancée dans la zone serait sur le village de Novomikhailivka, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud de Donetsk et qui était attaqué depuis le mois d'octobre. Donc là, vous voyez les premiers accès des troupes russes sur le village début février, et sur ce schéma, vous voyez à quel point on parle vraiment de quelques maisons dans un champ, avec une attaque qui doit quand même être coordonnée à la fois par le sud et par l'est pour réussir. Il a fallu encore 1 mois pour que les Russes arrivent à planter un drapeau au centre du village en ruine, tandis que les véhicules russes n'arrivent toujours pas à s'approcher, et ici c'est une tentative d'attaque depuis le sud, où vous pouvez reconnaître un char T-54, et on peut mesurer l'amateurisme de tout le monde, puisque les véhicules se rentrent dedans, et ici on voit même un véhicule dont le blindage se limite à quelques rondins de bois. Donc ça continue comme ça pendant tout le mois de mars, avec les véhicules qui doivent traverser cet immense champ à découvert, où ils sont attendus à la fois par les drones FPV et par l'artillerie ukrainienne. Et le 28 mars, on voit que les chars sont désormais détruits à seulement 100 mètres des premières maisons, ce qui peut constituer un vrai progrès, parce que par le passé, c'était uniquement les hommes qui arrivaient à accéder au village, et les véhicules étaient détruits bien plus loin. Le 4 avril, on voit les premiers véhicules russes qui ont enfin réussi à entrer dans le village, et ça ne se passe évidemment pas bien pour eux, puisqu'ils y sont attendus. Et le 18 avril, on a environ les 2 tiers du village qui sont conclus, avec toujours ces attaques kamikazes façon char à canon qui sont lancées par les Russes. Et ici, vous voyez que les Russes ne savent apparemment même pas où sont les tranchées ukrainiennes, puisque ce soldat va la dépasser avant de sauter sur une mine, tandis que le seul survivant de l'assaut russe arrive dans la tranchée où il va se faire tuer. Donc là, vous l'aurez bien compris, je vous donne un exemple qui est assez représentatif de la manière qu'ont les Russes de progresser, c'est-à-dire des progrès qui sont négligeables, mais qui se font au prix de pertes absolument colossales, tout ça pour réussir à prendre un village en ruine qui n'a évidemment aucun intérêt stratégique. Quand on continue dans l'oblast et qu'on arrive juste à l'est de la ville de Donetsk, on a un front qui est vraiment très actif, et c'est là que les Russes font le plus gros de leurs efforts, avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire de la guerre électronique et davantage de bombes planantes larguées depuis les avions. Ici, on voit par exemple un char T-72 ukrainien qui va être détruit, et des positions ukrainiennes qui sont touchées par l'artillerie et par les bombes aérolarguées, et donc là on est aux côtés de Krasnohorivka.
Mais la principale avancée russe, elle a lieu évidemment un petit peu plus au nord, avec la conclusion de la bataille d'Avdivka, qui a été commencée au mois d'octobre. Alors pour rappel, c'est une ville que la Russe bombarde depuis 2014 et qui constituait la seule zone du front sur laquelle les Russes n'avaient pas du tout avancé depuis février 2022. Et vous voyez ici la situation début octobre 2023, avec en rose foncé les zones qui étaient occupées depuis 2014, et en rouge, ce sont les avancées que les Russes avaient réussi à obtenir par la suite, c'est-à-dire qu'ils ont avancé de 6 à 8 km partout, sauf à Avdivka, qui constituait toujours un saillant sur le front. Et donc ici, vous voyez les pertes hebdomadaires matérielles constatées pour les deux camps depuis le début de cette offensive en octobre, avec en moyenne 37 véhicules russes et 4 véhicules ukrainiens perdus chaque semaine, soit un ratio de 1 pour 10. Et en plus de cette masse d'hommes et de matériel qui sont capables de sacrifier, les Russes bénéficiaient d'un rapport de feu dans le domaine de l'artillerie qui était estimé à 1 contre 15 à 20 coups, à quoi il faut ajouter les bombardements aériens. Le 16 février, les Russes accélèrent encore leur offensive et les Ukrainiens rapportent jusqu'à 100 bombardements aériens russes chaque jour sur la zone, en plus des assauts terrestres, ce qui aboutit au retrait ukrainien de la ville le 17 février, avec la capture de certains Ukrainiens qui seront ensuite torturés, je vous épargne les images. Donc les Russes placent même l'infâme drapeau soviétique en signe de conquête, et le bilan est absolument catastrophique pour eux, puisque l'on peut prouver la perte de 666 véhicules russes pour la simple prise de la ville. Donc vous voyez ici la répartition avec 583 chars et blindés de combat et seulement 16 véhicules de combat d'infanterie, ce qui explique le bilan humain dramatique qui a été nécessaire pour prendre la ville. Et ce bilan, il va être révélé notamment par un blogueur russe qui va annoncer pas moins de 16 000 morts et 30 000 blessés pour la prise d'Avdivka. Et d'ailleurs, le blogueur qui a donné cette information, il s'est suicidé par la suite. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc d'après cette même source, qui est confirmée par les Ukrainiens perdent 3 à 4 fois moins d'hommes sur cette bataille, c'est-à-dire qu'ils ont quand même perdu plus de 10 000 hommes, ce qui fait toujours 10 000 morts et blessés, on cumule les deux. Et pour ce qui est des équipements, on peut prouver la perte de 57 véhicules ukrainiens, contre, je vous rappelle, 666 du côté russe. Donc imaginez que les hommes, que la Russie est capable de perdre 4 fois plus d'hommes et 10 fois plus de matériel, c'est ça la réalité de la prise d'Avdivka, et c'est pour ça que je parle systématiquement de victoire à la Pyrrhus, c'est que c'est simplement un effort qui n'est pas soutenable. Oui, la Russie est plus grande, oui, elle a plus de matériel, et surtout, elle puise dans ses stocks qui, dans tous les cas, auront un jour une fin, mais ce n'est pas rentable pour prendre simplement quelques kilomètres carrés. Et le plus dingue, c'est que le carnage, il va même pas s'arrêter avec la prise de la ville, c'est-à-dire qu'après une petite semaine d'accalmie qui permet aux Ukrainiens de se retrancher et de se positionner dans des situations plus favorables, les Russes reprennent l'offensive en espérant tomber sur des positions qui seraient moins renforcées, sauf que les Ukrainiens vont cette fois engager des blindés, notamment les premiers chars américains Abrams dont on voit ici la première perte documentée début mars, puis ce deuxième qui va être touché par un missile anti-char guidé. Et tout ça, ça provoque une augmentation des pertes ukrainiennes, les pertes matérielles qui vont être multipliées par 2 dans le rayon de Pokrovsk, qui vont dépasser les 10 pertes prouvées par semaine après le retrait d'Avdivka, donc quand on compare avec la période précédente où ils étaient simplement retranchés, et on voit aussi la destruction de quelques pièces d'artillerie ukrainienne, comme ce canon M777, qui est touché par un drone kamikaze Lancet. Mais sur cette deuxième période, après la prise d'Avdivka, les Russes vont eux aussi battre leur triste record et perdre pour leur part 10 blindés, pas par semaine, mais par jour à la fin février. Alors, on parle beaucoup de matériel, mais évidemment, les pertes humaines dans les deux camps sont importantes. Cependant, et comme toujours, ce sont ceux qui attaquent et qui subissent le plus de pertes par rapport à ceux qui se défendent. Et on a tous les jours des assauts russes façon char à canot, avec toujours ces groupes de 20 personnes, vous les voyez ici progresser de nuit, et ils sont attendus par des obus d'artillerie à sous-munitions, des drones kamikazes, ou ici par ce Bradley qui va décimer tout un groupe d'infanterie qui ne semble même pas équipé de missiles anti-chars. Et les Russes utilisent pour leur part quelques drones largueurs contre les Ukrainiens qui se trouvent dans leurs tranchées, mais globalement les Russes vont multiplier les assauts jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à la ligne de défense ukrainienne suivante à la fin du mois de mars, ce qui va mettre fin à leur avancée sur le terrain, mais qui va aussi se traduire pour les Russes par la relance des offensives géantes, comme celle du 1er avril au cours de laquelle ils ont lancé pas moins de 48 blindés dans les champs,
au moins 36 chars et 12 véhicules de combat, mais ils vont faire demi-tour après avoir perdu la moitié des véhicules, grâce notamment à des missiles anti-chars dont disposent les Ukrainiens. Donc la Russie va ainsi perdre le chiffre record de 107 véhicules dans la première semaine d'avril, sans progresser d'1 mètre, tandis que les Ukrainiens sont repassés en dessous des 10 véhicules perdus par semaine depuis la fin du mois de mars, depuis qu'ils sont retranchés derrière leur ligne de défense suivante. Donc depuis cette période, on revient à une situation qui est un petit peu plus normale en termes de pertes et en termes d'engagement, avec les Russes qui font des assauts qui ne fonctionnent que très très peu, et les Ukrainiens qui, eux, sont retranchés et qui attendent que les Russes viennent vers eux, avec toujours cette présence des bombes planantes russes, mais également, maintenant que le front est plus aplati, les Ukrainiens ne pouvaient pas utiliser leurs bombes planantes dans la profondeur du saillant d'Avdiivka, parce que sinon leurs avions de chasse devaient trop s'approcher et ils risquaient de les perdre, et donc maintenant que le front est plus plat, les Ukrainiens peuvent également bénéficier d'un soutien aérien, et c'est par exemple ce qu'on voit ici avec un membre de l'unité néo-nazie russe Rouzitch qui filme ce qui est présenté comme une bombe planante française A2SM qui va tomber juste à côté de lui. Donc au final, à la mi-avril, la Russie a conquis 230 km² dans l'oblast de Donetsk, sachant, depuis le début de l'année, sachant qu'il reste plus de 11 000 km² non occupés dans l'oblast de Donetsk. Ça veut dire qu'au rythme actuel, il faudra 12 ans à la Russie pour simplement prendre cet oblast, juste pour ce Donbass, c'est-à-dire 2036. Donc vous vous tenez bien que ce n'est absolument pas soutenable par la Russie, et simplement, ils ne peuvent pas continuer à ce rythme-là. C'est pour ça que je le répète depuis longtemps, je ne vois pas de quelle manière la Russie pourrait réussir à occuper le Donbass et à occuper encore plus l'Ukraine, ou relancer des offensives sur Kharkiv ou ailleurs. S'ils sont en train de préparer une grande offensive pour cet été, elle va arriver alors que les Ukrainiens auront probablement les avions de chasse, auront les munitions en provenance de République tchèque et auront de nouveau les conséquences du vote américain qui vient d'être réalisé. Donc on analysera la suite du front. Je vais m'arrêter ici pour la première partie de cette vidéo, de ce point de situation. J'espère pouvoir vous partager une suite d'ici 2 semaines, dans laquelle on va continuer à suivre le front, avec les avancées russes également à l'ouest de Bakhmout, ainsi que les nombreux efforts qu'ils réalisent dans la zone de Kupiansk, les incursions ukrainiennes dans la région de Belgorod. On va aussi se pencher sur la guerre des missiles, avec d'une part l'Ukraine qui réussit des attaques de plus en plus lointaines, à la fois sur des usines d'armement, des aérodromes militaires où ils arrivent à détruire des avions russes au sol, et également sur des raffineries de carburant, mais aussi la Russie qui profite de la pénurie de missiles de défense aérien ukrainiens pour taper sur l'intégralité du territoire, en détruisant notamment des centrales électriques, mais aussi en tapant sur des villes comme Kharkiv, ou également des systèmes de défense aérien qui n'ont plus les moyens de se défendre. On verra également quelques nouveautés sur le plan matériel, et on tentera de tracer quelques perspectives sur l'avenir, notamment entre la fin des stocks d'obus fournis par la Corée du Nord, également l'Iran qui va peut-être d'autres fronts et qui arrêterait de fournir des pièces détachées à la Russie d'après certaines sources, et puis du côté ukrainien avec l'arrivée des obus américains de République tchèque, le retour de la défense aérienne, l'arrivée des F-16, en tout cas de quoi stabiliser le front jusqu'à la fin de l'année, mais on verra ça très prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt.